Une trentaine de planètes extrasolaires mises au jour, des données inédites sur la composition des étoiles et sur l'organisation de notre galaxie. Face à un tel tableau de chasse, il était tout simplement impensable de ne pas tenter une dernière opération pour rétablir la communication avec COROT. Car depuis le 2 novembre, le télescope spatial ne fournit plus de données scientifiques. Il s'est arrêté de fonctionner en pleine séance d'observation. L'instrument s'est arrêté d'un coup, toum, à la seconde. Plus de données fournies, et puis, les tensions et les courants aussi, changement d'état. Et depuis, on a fait plusieurs essais, on a remis on. La difficulté, c'est qu'on a très peu d'informations qui redescendent. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des idées pour penser que c'est le système d'alimentation qui risquerait de marcher mieux si sa température était plus froide au démarrage. Donc on espère qu'en démarrant à froid, ça marchera mieux qu'en démarrant à chaud. Voilà. Mais comment les ingénieurs sont-ils arrivés à cette conclusion alors que le satellite vole à 900 km au-dessus de leur tête? Grâce à une réplique de l'instrument. Alors donc ici vous avez le simulateur de COROT. D'après l'hypothèse la plus probable, certains composants électroniques auraient été dégradés sous l'effet des radiations, provoquant des fuites de courant. Après de multiples essais, les ingénieurs ont réussi à pallier ces fuites et à redémarrer le simulateur en abaissant la température. On a tout essayé. L'heure de vérité approche. Le système de chauffage de COROT a été coupé depuis plusieurs jours. L'instrument va être remis sous tension. Dans 12 minutes, il va passer au-dessus de Kiruna. Il y a une station donc, de réception, de liaison avec les satellites. Donc Kiruna, c'est presque au pôle, donc on passe souvent, étant donné l'orbite de COROT, il y a beaucoup de satellites qui sont en liaison. On va se mettre en liaison avec le centre de contrôle. Oui. Juste avant de démarrer, vous pouvez me confirmer les températures? Alors, au niveau de la ligne 18, on oscille entre moins 12 et moins 13 degrés. Au niveau de la ligne 20, on est plutôt à moins 14, moins 15. Donc, on est bien froid. Bon, super. On a coupé il y a des lignes de réchauffage, on les coupe complets, quoi. Et la seule cause possible, c'est tous ces ensembles-là. C'est cette tension-là qui devient trop faible. On va fermer d'abord le BS2, BS2.1, BS2.2 il est en dessous, ensuite ce relais-là. Pierre et Didier, vous êtes là? Oui. La mise zone du dépôt, c'est combien de temps après la mise zone de BS la dernière fois? Cette zone-là, Attends. Bon, le 1 il marche pas. On zoome sur cuivre 2, en direct. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le 3 volts, il oscille, hein? Oh, il n'y a pas de miracle. Là, ça marche pas. La tentative a échoué. COROT termine donc ici sa route, alors même que le satellite Kepler, lui aussi chasseur d'exoplanètes, est aussi victime d'une panne. Découvreur de la première planète tellurique lointaine, d'une taille comparable à celle de notre Terre, COROT laisse derrière lui une moisson de données dont l'exploitation n'est pas terminée. Quand on a envisagé ce satellite, il était validé pour durer 3 ans maximum. Et en fait, il a duré 6 ans. Donc c'est déjà bien, hein, c'est vraiment très très bien. Après 6 ans donc, de contact permanent, de surveillance quotidienne, de production des données, aussi de commandes. On avait beaucoup de commandes à envoyer à l'instrument parce qu'il avait un programme très, très chargé d'observation d'étoiles. Donc toute cette phase-là s'arrête, il faut qu'on gère ça. On a déjà découvert et caractérisé beaucoup de planètes. On a énormément avancé sur la constitution interne des étoiles, puisque COROT voit l'intérieur des étoiles, et c'est une des premières missions à l'avoir fait vraiment depuis l'espace. Puis de toute façon, les scientifiques vont continuer à travailler sur les données COROT pendant des dizaines d'années. Donc l'histoire n'est pas finie.